international, le sommaire de ce journal, grève avortée dans les établissements scolaires et d'enseignement général. Le mot d'ordre lancé par les syndicalistes il y a quelque temps n'a pas été respecté ce lundi. Les cours ont bel et bien eu lieu à Douala, dans la capitale économique camerounaise. Ce lundi marque également la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Dans ce journal, grosse interrogation sur l'évolution des conditions de vie des travailleurs au Cameroun. Et puis l'instant du mondial, ce jour va s'attarder sur le volet sanitaire de l'époque qui était très peu pris au sérieux en dépit de la barbarie des footballeurs. Un paradoxe qui mérite d'être amélioré aujourd'hui. Bonsoir à tous. La ville de Douala va accueillir demain la rencontre des ministres de l'Agriculture de la zone CEMAC. À cet effet, une conférence a été organisée ce jour à Douala sur l'enjeu de l'agriculture dans la zone CEMAC. Le compte rendu de Jean-Christian Akam. La déliquescence du secteur semencier en la sous-région provoque une diminution substantielle de la production agricole. Elle favorise également l'introduction frauduleuse d'organismes génétiquement modifiés dans l'espace communautaire. Les experts ici réunis à Douala réfléchissent depuis ce 28 avril à une exploitation judicieuse de notre secteur semencier ainsi qu'à une meilleure valorisation des ressources phytogénétiques. Il y a eu un travail de diagnostic qui a été fait dans les différents pays de la CEMAC et il est apparu que dans l'ensemble, il y a un manque de politique sémencière dans le pays. Et donc, quand il y a un manque de politique sémencière, il est très difficile d'appréhender tous les aspects liés à la production, au contrôle et même au marché des semences. Élucider les questions de politique dans la mesure de aller vers une harmonisation des politiques et mettre en place les textes réglementaires et promouvoir le marché des semences au niveau de la sous-région. Il s'agit bien d'un travail préparatoire à la réunion des ministres de l'Agriculture de la zone CEMAC. Objectif, mettre en œuvre un programme semencier régional. Et tous ces textes-là qui sont soumis à la validation des ministres sectoriels de l'agriculture avant que cela ne puisse être adopté par les ministres de la CEMAC. Parce qu'il s'agit donc de textes réglementaires et dans notre manière de fonctionner, il y a tout un processus décisionnel qui permet donc de mettre en confiance pratiquement toute la communauté de la sous-région. Sur le terrain de la CEMAC, producteurs et autres acteurs de la chaîne espèrent une décision politique communautaire en matière de production et de distribution des semences de qualité. Ce 28 avril marque la journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Dans les entreprises, le volet sécuritaire et sanitaire est de plus en plus pris en compte par les employeurs et certains patrons. On note tout de même une nette évolution dans les conditions de vie des travailleurs, heureusement constat fait par Mireille Fleurmanet et Roméo Nanko. Cet extincteur situé à l'entrée de ce bureau, l'image est saisissante. De plus en plus, cet outil est installé dans les entreprises, ce qui montre la prise de conscience des employeurs de sécuriser leur personnel et entreprises. Ils ont compris la nécessité d'avoir des employés en bonne santé tout en travaillant dans des conditions de sécurité requises pour un meilleur rendement. À Bâche Cameroun, nous avons mis en place une politique santé. Nous avons un médecin du travail déjà et nous avons aussi l'assurance santé, qui consiste à prendre en charge le travailleur et sa famille. Quelques patrons tardent encore à le comprendre. Certains se limitent à donner le minimum sécuritaire. D'ailleurs, cet employé travaille dans ce chantier de construction sans toutefois mettre des chaussures de sécurité. Mais les autorités semblent être d'avis que les mesures sécuritaires et sanitaires sont désormais une réalité. Les choses évoluent au fil des années. Il faut avouer que depuis un certain temps, il y a quand même une prise en conscience réelle des acteurs de la prévention, notamment les chefs d'entreprise et les travailleurs eux-mêmes. Parce que le cadre juridique dans ce domaine étant suffisamment planté, le cadre institutionnel aussi, l'État étant le comptable, réellement le comptable de sa population, ne saurait admettre qu'en ce siècle, les gens continuent à trouver la mort
du fait des mauvaises conditions de travail. Les médecins de travail affirment que le stress, le commérage ou encore le harcèlement constituent les mauvaises conditions de travail, car l'employé doit se sentir à l'aise pour donner le meilleur de lui-même. 14 membres du comité ad hoc chargé de l'élaboration des outils de vérification interne ont été installés ce jour à la communauté urbaine de Douala. Ils devront donc, dans le strict respect des idéaux, améliorer les performances et assainir les finances publiques. Maïra Molukman, Jérôme Desmino. Depuis novembre 2013, la communauté urbaine de Douala et le contrôle supérieur de l'État collaborent en vue de l'assainissement des finances publiques locales et l'amélioration des performances financières. Par ailleurs, de grands changements sont annoncés au niveau de l'approche de l'urbanisation. 2016 donc, est une année très importante au cours de laquelle nous ferons donc l'évaluation finale de la mise en place de ce dispositif. Le PFA en 2016, l'accompagnement du contrôle supérieur en 2016. Nous sommes en train de dérouler donc le budget programme 2014, 2015, 2016. En vue du développement des compétences techniques et professionnelles des personnels de la CUD, le Conseil supérieur de l'État apporte son appui technique. Un appui à travers le développement des outils de performance ou encore l'organisation des audits expérimentaux et des ateliers de vérification. Ces outils donc, de vérification permettent à tous les niveaux, administratifs, financiers, techniques, de se rapprocher au maximum des normes et d'avoir les bons réflexes et les bonnes conduites pour ce qui est de la gestion des finances publiques en particulier et des biens de l'État d'une manière générale. 14 membres du comité ad hoc chargé de l'élaboration des outils de vérification interne ont été installés ce lundi avec comme président le docteur Fritz Tonnet-Tonnet. Le pont du Mayo Bounzigui, dans la région septentrionale, vient d'être réhabilité suite aux inondations de 2012 où l'ouvrage avait été détruit à 75% grâce aux experts nationaux conduits par le délégué départemental des travaux publics pour la Benue. Tout est rentré dans l'ordre. L'île Piédio, Adam Moussali. Voici le pont sur le Mayo Goudoumi, situé à 62 km de Garoua. En 2012, ce pont a subi les rafles d'inondations, paralysant le trafic sur cette route qui mène au Nigeria. Le ministère des Travaux publics a réussi, aux côtés des experts nationaux, à récupérer ce pont vieux de 50 ans. Le délégué départemental des Travaux publics pour la Benue conduit une mission d'inspection. Les travaux, je dirais, sont presque finis. Il reste des petits travaux de petite finition qui consiste à remettre en état les alentours des ouvrages qui ont été construits ou qui ont été réfectionnés. Cette réhabilitation vient résoudre un important problème, celui du transport des personnes et des biens en provenance du Nigeria et autres zones environnantes. Vraiment, quand le pont est coupé, on ne se voit plus avec notre voisin de Troua ou le Nigeria. Bon, comme maintenant vous avez réparé le pont, vraiment nous sommes contents pour ça. Coût des travaux, 25 millions de francs CFA. Et toujours en rapport avec ces inondations, une délégation interministérielle conduite par le ministre de l'économie séjourne en ce moment même dans la région de l'extrême nord, principalement à Maga, dans le Mayo d'Anaï. La mission a pour objectif d'accélérer les travaux d'urgence et de recaser les sinistrés. Et à présent, nous parlons éducation pour dire que le mot d'ordre lancé par les syndicalistes dans les établissements secondaires n'a pas été respecté ce lundi. Tout est rentré dans l'ordre. Il y avait cours normalement ce lundi. Le constat a été fait par Robert Charlitoc et Jérôme Desmino. Nous sommes au lycée Mongo Joseph. Ici, comme partout ailleurs dans les lycées de Douala, les élèves prennent effectivement cours ce lundi 28 avril 2014. Le mot d'ordre de grève des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire n'est pas respecté. J'ai aussi entendu parler de ce mot de grève, mais réellement dans mon établissement,
Il n'a pas été question de mobiliser les enseignants pour leur dire de gréver. Hein. Et de deux, il y a quelqu'un qui est passé ici pour essayer de trouver un espace pour parler aux enseignants. Je ne lui ai pas donné cette occasion-là. Pourtant, jeudi 14 avril dernier, les mêmes syndicats avaient rassuré de l'effectivité du mot d'ordre de grève si les documents de revendication n'étaient pas signés par le gouvernement. Nous voulons appeler tous les enseignants à observer un mot d'ordre de grève qui va couvrir la semaine du lundi 28 avril au vendredi 2 mai. D'aucuns disent ne pas être au courant, tandis que d'autres trouvent que le moment choisi pour cette action est inopportun. Nous ne sommes pas au courant de ce mot de grève. Hein. Nous avons plutôt, comme vous l'avez constaté, commencé par les épreuves sportives du CEP qui ont débuté ce matin. On n'a pas respecté le mot d'ordre de grève parce que nous sommes dans une période cruciale pour la préparation des élèves aux examens officiels. Et respecter ce mot d'ordre de grève, c'est mettre en péril tout le travail abattu au long de l'année. Dans les écoles primaires, les mêmes raisons sont évoquées au moment où les élèves du lycée passent les épreuves physiques du probatoire. Ceux du primaire effectuent le même effort physique. Les élèves de classe intermédiaire, eux aussi, sont en pleine composition de la 5e séquence dans d'autres établissements. Nous n'observons aucune grève ici ce matin. Nous avons débuté les examens de fin d'année pour les classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes qui ne font pas les examens officiels. Décidément, à Douala, le respect du mot d'ordre de grève des syndicats des écoles primaires et secondaires s'avère une tâche difficile à exécuter. Et puis, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Ismaël Bidoumpat, préside demain à Yaoundé la réunion préparatoire à la célébration de la fête de l'unité nationale. Les responsables des différentes commissions feront état de l'avancement des préparatifs. Et nous restons à Yaoundé, où on parle du classement des établissements secondaires, parmi lesquels les établissements privés occupent une place de choix. Ce sont des résultats rendus publics par l'Office du bac du Cameroun. Bonsoir Rebel Olinga. Bonsoir Cathy Toulou, bienvenue à Yaoundé. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Palmarès des établissements scolaires de l'année 2013. Le collège Tabi détrône le collège Liberman à la tête du classement. La liste des établissements scolaires les plus performants a été rendue publique ce jour par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Javis Nana, Luc Mbondo. Il est 12 h pile. La cour intérieure du collège Jean Tabi est vide. Élèves et enseignants sont au front du savoir. Apprendre, comprendre et expliquer, la devise mère de la pédagogie se vit dans les salles de classe du désormais premier et meilleur établissement scolaire du Cameroun, avec 98,93% de taux de réussite aux examens de l'année dernière. Nous sommes très fiers de notre église et fiers de constater que chaque ouvrier travaille pour l'avènement du royaume. Et l'avènement du royaume de Dieu parmi nous, c'est l'épanouissement de tout le monde, c'est la formation des jeunes qui sont les futurs responsables de notre pays. L'exemple de ce collège privé catholique est flatteur. Dirigé par la congrégation des sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie, le collège Jean Tabi, nom de l'un des premiers prêtres camerounais, a détrôné le collège Liberman de Douala. Le travail de l'office du bac a un intérêt. C'est un document qui permet aux enseignants de se remettre en question. C'est un document qui permet aux élèves de s'arrimer à l'ère du temps. Parce que quand vous voyez des entreprises citoyennes primer les meilleurs chaque année, vous aimeriez aussi être dans le lot. Pour cette année, il existe un classement des meilleurs établissements par région. L'innovation tient de ce que les rapports sociologiques influent sur les performances. Descendons, voyons, mettons ensemble les établissements de la même région. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, au lycée scientifique de Berthois, ne peut mieux admirer que le collège terrestre qui est à côté. Vous lui parlez de Sacred Heart College qui va mener ça, ne lui dit pas grand-chose. À côté des critères scientifiques, il faut y ajouter la foi. Réussir ici a une devise. C'est le travail, la discipline et la prière
qui font l'originalité du collège Jean Tabi. Chose curieuse, 5 collèges privés laïcs se disputent le peloton. Jean Tabi bat tous les records, Libéman à Douala suit et arrive tour à tour Saint-Benoît de Yaoundé et Vogt, Sainte-Thérèse de Mvolier, La Conquête à Douala et Sonara de Limbé. Question, où sont passés les établissements publics? Allez donc lire le palmarès. Alors que le palmarès des établissements secondaires 2013 livre ses conclusions, les élèves du collège INSTIC, quant à eux, sont aux abois. Enseignants et corps administratifs sont en grève. L'établissement fonctionne au ralenti. Les détails avec Ghislain Périssonneau, André Marindia. Cet élève brandit un bulletin scolaire dont il ne reconnaît pas les notes. C'est l'une des matières qui ont conduit à la grève des apprenants du collège INSTIC, un établissement scolaire d'enseignement secondaire privé de Yaoundé. Depuis le mois de décembre, on a un problème de professeurs. Et jusqu'ici, on s'est plaint auprès de l'administration. L'administration, on ne sait pas qui nous a dit, ils sont en train de se battre pour que situation soit trouvée. Faute de cours, les manifestants dénoncent la fraude et l'absence des enseignants depuis décembre 2013, alors qu'ils se sont acquittés des frais de scolarité. Pour leur part, les enseignants ont des raisons tout trouvées s'agissant de leur école buissonnière. De janvier maintenant en mars, on n'a plus perçu, même pas un seul franc d'où on s'est dit bon, il vaudrait la peine d'arrêter. Une situation qui revient chaque année au dire du principal du collège. Nous avons pris un établissement qui croulait sous le poids d'une énorme dette. Le fondateur devait des arriérés de salaires colossaux aux enseignants. Et il leur a promis qu'il allait leur payer cet argent au mois de septembre. Rendu au mois d'octobre, les gars, ne voyant pas leur argent arriver, ils ont décidé d'une grève. Et c'était le début de l'avalanche des grèves. Le fondateur s'en défend, arguant qu'il s'agit de pêcheurs en eau trouble. La grève dont il s'agit a été instrumentalisée par le principal. Et ce principal, aujourd'hui, a été limogé à cause de cela. Il a été remplacé par un nouveau principal qui a remis de l'ordre dans l'établissement et la sérénité est revenue. Les enfants s'attellent maintenant, n'est-ce pas, à la préparation de leurs examens. Je demande donc à tous les parents de continuer de nous faire confiance parce que INSTIC n'a pas 1 an, 2 ans, INSTIC a 20 ans. Un cas symptomatique du plus clair des établissements du même acabit où l'année scolaire est souvent ramenée à 5 au lieu de 9 mois réglementaires. On parle de toute autre chose à présent. Une mission du Fonds monétaire international séjourne au Cameroun depuis quelques jours, conduite par Mario de Zamarotti. Cette mission du FMI est là pour des consultations annuelles. Reportage. La mission de consultation a pour but de faire la situation économique du Cameroun, à la fois les réalisations de 2013 et les perspectives à court et moyen terme. L'année 2013 au Cameroun s'est caractérisée par une croissance forte et une faible inflation. Trouver l'ensemble des recettes qui sont envisagées, donc il faut faire des efforts là-dedans. Et au niveau des dépenses, un certain nombre de dépenses ont été plus importantes que prévues dans le budget. Et donc, il va falloir regarder comment équilibrer. Quels sont les carburants? Vous imaginez bien, je pense, entre autres. La visite de travail de ce 28 avril 2014 au ministère des Finances est le premier entretien d'une mission qui a débuté en fin de semaine dernière à Douala et à Kribi. Notre mission a commencé avant le week-end à Douala. Nous avons rencontré les grandes entreprises publiques et privées, les grandes banques. Nous nous sommes rendus ensuite à Kribi. Nous avons pu voir les progrès réalisés pour le port et pour la centrale à gaz. De l'observation des émissaires du FMI, les grands projets ont progressé de façon remarquable. Cependant, des grands défis demeurent. Le budget continue de rester sous pression. La pauvreté dans le pays reste élevée. Et donc, continuer de travailler sur les réformes structurelles. Et les entreprises continuent de demander une amélioration du climat des affaires. La mission de consultation annuelle du FMI rencontrera de hautes personnalités de l'État au cours de cette semaine. Et à la fin de celle-ci, sera dressé un bilan. En sécurité, le ministre ivoirien de la Défense était l'hôte du bataillon d'intervention rapide BIR le week-end dernier.
Paul Kofi Kofi est allé découvrir les prouesses de cette unité d'élite appelée à exporter son savoir-faire en Côte d'Ivoire. Jackson Bozo, Samuel Bonis. Les portes du BIR, le bâtiment d'intervention rapide, ouvertes aux civils, qui doivent cette grâce au ministre ivoirien de la Défense en visite à la base de Manahobe samedi dernier. Nous avons été très impressionnés par les installations du BIR et ce que nous avons vu également nous a beaucoup impressionnés. Plus de 115% de couverture du territoire national, le BIR, avec son effectif estimé à près de 4500 hommes, est présenté comme une référence qui s'exporte bien au-delà des frontières nationales. L'insécurité endémique sur la façade maritime avec le Nigeria, le braconnage sauvage au parc de Boubandida et ses environs, le phénomène des coupeurs de route reconvertis en voleurs de bétail sont autant de menaces réduites à leur plus simple expression grâce à la puissance de frappe de cette unité d'élite. Paul Kofi Kofi et sa délégation, en choisissant le Cameroun comme sous-inspiration, entendent faire de la Côte d'Ivoire un îlot de paix, à l'image de ce pays qu'ils viennent de visiter pendant près d'une semaine. Je suis très heureux, au nom de la délégation qui m'accompagne, le président de la République, qui j'informais régulièrement de la visite, a été également satisfait de la visite et il ne manquera pas naturellement d'appeler son aîné et de le remercier pour toutes les attentions dont la délégation a été l'objet. Le gouvernement ivoirien entend faire appel à l'expertise du BIR pour mettre sur pied une unité équivalente. Je peux vous assurer que nous allons activer, n'est-ce pas, la mission que le BIR doit faire très prochainement en Côte d'Ivoire pour nous permettre de, pourquoi pas, de mettre en place une unité équivalente. Ça leur permettra, n'est-ce pas, de renforcer la sécurité dans notre pays. Depuis le 10 mars 2011, date de l'attaque des Cobanques à Douala, le Cameroun n'a plus enregistré d'attaque maritime. Pas bon pour les pirates de visiter les côtes camerounaises. Autant aller voir ailleurs. Voilà qui est bien dit, Jackson Bozo. Au même moment, la générale de brigade ivoirienne Kwame Akissi était au secrétariat, autant pour moi, d'État à la Défense pour observer et s'inspirer du modèle de la gendarmerie. La générale de brigade a eu droit à une démonstration du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale GEPIC. Au terme de celle-ci, l'hôte du CED livre quelques impressions au micro de Constant Kamga. Regardons. En tant que femme générale de brigade chargée du genre et de son intégration dans les forces armées de Côte d'Ivoire, il m'a mise dans la délégation afin que je vienne ici et voir l'expérience du Cameroun. Ils ont intégré les femmes dans la gendarmerie et cela marche très bien. Les femmes sont même, il y en a une qui est chef d'état-major de région et il y en a qui sont dans tous les domaines. Et je pense que l'expérience camerounaise est à copier et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui à la gendarmerie pour voir les femmes en action. L'Assemblée nationale s'ouvre aux élèves de l'école américaine de Yaoundé. Les apprenants de cet établissement sont allés à la découverte de l'hémicycle de Ngouaekele et s'enquérir des informations sur le Boko Haram. Ghislain Pierre-Sono pour les détails. Des apprenants du système américain à l'Assemblée nationale, ce lundi, une vingtaine étaient à la rencontre de l'administration de la Chambre qui a laissé voir et entendre. Dans cette salle de commission, les visiteurs ont appris que la diplomatie parlementaire s'active sur le pointu sujet du Boko Haram, au moment où le Cameroun opte pour le non-paiement des rançons du fait des prises d'otages. Sur le tribalisme, le mal est terrassé à la base, la constitution camerounaise s'étant érigée contre toute forme de discrimination. Dans le cours des échanges, l'on sera fixé sur l'absence d'un code vestimentaire camerounais, autant tout d'égaux, la contrainte à la mesure gouvernementale menaçant le port des mini-jupes. Mais jusque-là, on s'interrogeait encore sur l'opportunité de tels échanges. L'Assemblée nationale est une institution qui tient en compte l'intérêt général du pays. Il est normal qu'en ce qui concerne la formation des jeunes, que l'Assemblée nationale s'y intéresse. Les apprenants ont par la suite voulu en savoir sur l'état des relations entre le Cameroun et le Tchad. Et au bout de la visite, on a pris des notes. On suit les classes de gouvernement, les affaires internationales à l'école américaine. Donc les élèves apprennent quelque chose de la façon où le gouvernement travaille ici. On a appris beaucoup de choses, mais la chose, je crois, qui est plus importante, c'est la chose de le bicameralisme. Cette visite d'études n'en avait l'air que pour peu de personnes. Le journal se poursuit le 20h en direct. C'est avec vous, Cathy Toulouelanga.
Merci Ebel Olinga. Nous poursuivons donc ce journal en page magazine. Intéressons-nous à l'agenda quotidien des hommes politiques et autres leaders d'opinion. Que font-ils de leur journée en cette période de trêve électorale? En quoi s'occupent-ils exactement? Le compte rendu de Louis-Roger Nouadjé, Thierry Nana. Pendant la trêve électorale, que font nos hommes politiques et autres leaders de la société civile? Cette question, nous l'avons posée à quelques-uns, pris au hasard, et les réponses sont sensiblement les mêmes. Quand je me lève le matin, ce que j'ai à faire, je fais d'abord ma prière. Après la prière, je m'arrange à prendre disposition pour aller faire le sport. Le matin, lorsque je me lève, je pense à Dieu. Je lui dis merci d'avoir permis à ce que je puisse me réveiller. Et ensuite, je regarde mon programme de la journée qui a été établi la veille. Le matin, je prends quelques minutes pour bien entrer dans ma journée. Une tasse de café, quelques minutes de méditation, de réflexion, quelques minutes de tranquillité pour nourrir mon esprit et quelques minutes de sport. Après la prière, le sport, il faut s'abreuver à la source de la bonne information. L'objectif ici étant d'être mieux outillé pour répondre à toutes les questions ou prendre des positions. Ne pas suivre l'actualité, c'est comme être mort. Je suis d'abord l'actualité dans la revue de presse des Canal 2. J'essaie de faire l'analyse par rapport à l'analyse du journaliste. Je suis l'actualité dans la voiture, donc avec la radio. C'est mes premières nouvelles de la journée. Et puis, je suis l'actualité quand j'arrive au bureau où, bon, moi j'ai la chance, il y a généralement quelqu'un qui a déjà fait la compilation des informations les plus importantes de la journée que je reçois. Et puis, s'il y a quelque chose qui semble important, je vais faire quelques recherches moi-même sur Internet. Je me lève très tôt le matin à 5 heures. Je commence par suivre l'information au niveau africain, au niveau camerounais et au niveau européen. De sorte qu'avant de me mettre dans la rue, je sais exactement ce qui peut advenir à tout moment. Parce qu'à tout moment, on peut t'interpeller sur une question bien précise. Si tu n'as pas la latitude de pouvoir répondre, ça veut dire que quelque part, tu ne remplis pas ta... Ce sont une fois ces préalables satisfaits qu'on peut vaquer à ses occupations ou poursuivre son combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations, en attendant bien évidemment une autre échéance électorale. En sport, l'instant du mondial va s'attarder ce jour sur le volet sanitaire de l'époque qui était très peu pris au sérieux en dépit de la barbarie de certains footballeurs. Un paradoxe qui mérite d'être amélioré aujourd'hui. Alex Lembe. Ceux qui n'avaient pas encore fait connaissance avec cette équipe sacrée championne olympique, donc 2 ans plus tôt, découvrent un football de rêve qui restera à jamais dans la mémoire de la Coupe du Monde. Seul point noir dans ce match, la blessure de Puskas, meilleur parmi les meilleurs dans cette formation. Évidemment, le football dans les années 30, 40, 50, 60 et même 70 était une véritable barbarie, même dans les lois du jeu, qui étaient d'ailleurs inexistantes à ces époques-là. Cela explique à suffisance la violence à laquelle étaient exposés les acteurs que sont les footballeurs, qui n'avaient pas de choix puisqu'il fallait se soumettre aux lois du jeu de l'époque, qui est à vide de morale. Le paradoxe ici vient du fait que, malgré cette violence avérée et prouvée, le volet sanitaire était jeté dans les oubliettes, d'où sa négligence et le manque de sérieux qui était constaté, même s'il y avait une petite volonté manifeste des différences sanitaires des équipes. Le joueur se blesse dans un choc avec Vava. Il sort et la France joue à 10 car les remplacements ne sont toujours pas autorisés par le règlement de la FIFA. On notait l'absence claire de brancard. Les joueurs étaient transportés à la main et n'importe comment. Les soins se faisaient d'une façon archaïque aux méthodes rudimentaires qui n'inspiraient aucune confiance sans que cela ne meuve qui que ce soit, s'agissant bien entendu des organisateurs de la Coupe du Monde. Mais tout ceci n'a pas empêché l'évolution du football, comme pour dire que les footballeurs sont-ils et restent les principaux acteurs. Aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Les lois du jeu sont élaborées et bien claires, avec pour objectif majeur la protection des joueurs, tout comme les arbitres qui ont pour mission principale non seulement la direction des matchs, mais aussi et surtout la protection des acteurs que sont les joueurs. De quoi donner de la bile aux anciens joueurs, mais hélas, les époques se suivent, mais ne sont pas les mêmes.
Et nous étions là dans les années 50. Et c'est sur ces images exclusives que nous allons refermer ce journal sur Canal 2 International. Retrouvez à partir de 22h15 l'émission Grand Stade présentée par David Sanjo. Excellente soirée sur Canal 2 International. À demain, 20h. Canal 2 International. Canal 2 International. Tiki tiki tiki. Dis-moi, que veux-tu de moi? Dis-moi, que veux-tu de moi? Fallait pas sur le haut, fallait pas bien dribbler haut, fallait pas tout donner haut, fallait pas m'allumer haut. Aujourd'hui tu m'appelles pour les chewing-gums, aujourd'hui tu m'appelles chien méchant, aujourd'hui